Des temples pour d'anciens dieux, des tombes pour des rois oubliés, des calendriers pour l'agriculture, c'est ce qu'on nous a toujours raconté à propos des grands monuments de pierre du passé. Mais il y a un problème, cette explication ne tient pas. Parce que ces structures, partout dans le monde, partagent un secret, un alignement obsessionnel avec les étoiles qui va bien au-delà des besoins d'un agriculteur ou d'un prêtre. On dirait qu'ils tracent le parcours de quelque chose. Et lorsque nous découvrons que le plus ancien de tous, construit il y a 12 000 ans, semble être la carte du ciel, le jour d'une catastrophe mondiale, la question devient inévitable. Sont-ce de simples lieux de culte ou sont-ils immortels ? Avertissement avant de partir pour ce voyage fascinant, où nous essaierons de répondre à cette question troublante. Comme toujours, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail et pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Göbekli Tepe, au cœur de l'actuelle Turquie, est le plus ancien de ces mystères. Découvert en 1994, enfoui sous la poussière des millénaires, il a révélé une vérité que l'histoire officielle avait du mal à accepter. Il y a déjà 11 600 ans, l'homme était capable d'ériger des temples cyclopéens, orientés vers les étoiles avec une précision déconcertante. Mais pourquoi ? Pourquoi dépenser d'immenses ressources à une époque où la survie était un défi quotidien, pour construire quelque chose qui ne servait ni à chasser, ni à se nourrir, ni à se défendre ? Et puis, ces symboles mystérieux, ces piliers décorés d'animaux, dont certains n'existaient même pas dans cette région, des vautours, des scorpions, des lions, une faune sculptée par des mains qui savaient ce qu'elles faisaient. Certains chercheurs, dont l'ingénieur Martin Sweatman, ont proposé une théorie audacieuse, que ces symboles seraient la représentation codée des constellations célestes. Que Göbekli Tepe soit en réalité une carte du ciel. Un ciel d'il y a 12 900 ans à cette même époque, quelque chose bouleversa le monde entier. C'est le début du Drias récent, une mystérieuse ère glaciaire qui dura environ un millénaire. La Terre, déjà engagée dans le réchauffement post-glaciaire, plongea soudainement dans un froid mortel, les océans baissèrent, des espèces entières disparurent. Et la civilisation, si l'on peut l'appeler ainsi, fut frappée par un traumatisme qui marquerait à jamais la mémoire de l'humanité. La science moderne débat encore de la cause, mais une théorie prend de plus en plus d'ampleur. L'impact d'une comète, pas n'importe quelle comète, mais un fragment provenant du complexe des Taurides. Un corps céleste qui aurait frappé l'Amérique du Nord avec une telle violence qu'il aurait provoqué des incendies mondiaux, soulevé des poussières qui ont obscurci le soleil et déclenché cette mini-ère glaciaire. C'est une théorie qui repose sur l'observation de sédiments riches en iridium et en microsphères de verre, retrouvés sur plusieurs continents. Mais la question qui nous intéresse en est une autre. Si cela s'est vraiment produit, quelqu'un a-t-il vu, quelqu'un a-t-il survécu, et cette personne a-t-elle construit Göbekli Tepe ? La pierre du vautour, l'un des piliers les plus énigmatiques du site, montre un oiseau aux ailes déployées, une sphère et d'autres symboles alignés de manière à suggérer, selon Sweatman, la configuration du ciel. Le jour où tout a changé est une signature céleste. C'est comme si les bâtisseurs avaient voulu figer ce ciel et dire « ce jour-là, le ciel était ainsi ». Rappelez-vous, quand cela reviendra, ça se reproduira. Parce que s'il y a une constante dans la cosmologie archaïque, c'est la cyclicité. Les anciens ne voyaient pas le temps comme une flèche, mais comme un cercle. Tout revient, chaque catastrophe, chaque renaissance, chaque cycle est le ciel est l'horloge. Même à Stonehenge, à des milliers de kilomètres à l'ouest, on retrouve une obsession similaire. Le célèbre cercle de pierre, datant d'environ 5000 ans, est parfaitement aligné avec le solstice d'été, mais il y a plus. Certaines pierres semblent également placées pour suivre le cycle lunaire, les éclipses. Et peut-être autre chose. Peut-être quelque chose de plus ancien. Parce que des découvertes récentes suggèrent que le site pourrait avoir été précédé par des structures encore plus primitives, plus anciennes, peut-être érigées il y a déjà 10 000 ans, et qui les a placées. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils connaissaient les mouvements du ciel, les retours et les répétitions. Alors on se demande, est-il possible que Stonehenge soit lui aussi une archive céleste ? Qu'il servait non seulement à suivre les cycles saisonniers, mais aussi à se souvenir du moment où le ciel revenait à une position dangereuse ? Certains archéoastronomes ont proposé que le site pourrait surveiller le cycle de Saros, utile pour prévoir les éclipses, mais aussi les passages périodiques d'essaims cométaires, comme le nuage des Taurides, par exemple. Et si Stonehenge, comme Göbekli Tepe, était un réveil, une pierre d'alarme ? Mais le mystère ne s'arrête pas là.
De l'Angleterre au sable du Sahara, le désert cache un autre gardien du temps. Dans une région aujourd'hui aride et inhospitalière, mais qui fut autrefois un berceau de lacs et de végétation, se dresse le site de Nabta Playa, dans le sud de l'Égypte. Il n'est pas aussi célèbre que Stonehenge, mais il est tout aussi ancien et peut-être même encore plus précis. Ici aussi, des hommes du néolithique ont dressé des pierres, les ont disposées en cercle et les ont orientées avec une minutie qui semble défier notre idée du primitif. Les pierres regardent vers le ciel, non pas par hasard, mais en direction de Sirius et des 3 étoiles de la ceinture d'Orion. Les mêmes étoiles que, des milliers d'années plus tard, les Égyptiens représenteront dans les pyramides de Gizeh. Les mêmes qui, dans la mythologie égyptienne, représentèrent le dieu Osiris, le seigneur de la mort, de la renaissance, du cycle éternel. Il est donc inévitable de se demander pourquoi précisément ces étoiles, pourquoi ce point dans le ciel. Orion et Sirius ne sont pas seulement de splendides constellations, ce sont des marqueurs célestes, et ceux qui ont construit Nabta Playa semblent les avoir utilisés pour marquer le début d'un cycle. Un cycle très long, connu des astronomes sous le nom de précession des équinoxes, une lente oscillation de l'axe terrestre qui fait changer l'orientation du ciel. Sur une période d'environ 25 920 ans, un mouvement imperceptible au cours d'une vie, mais évident pour ceux qui observent le ciel pendant des siècles. Voici la question qui inquiète. Qui étaient ces observateurs? Comment faisaient-ils pour connaître un cycle qui nécessite des générations de mesures? Peut-être n'étaient-ils pas des scientifiques au sens moderne du terme, peut-être étaient-ils des prêtres, des chamans, des gardiens de la mémoire céleste. Et si la précession n'était pas seulement un phénomène astronomique, et si c'était une clé pour comprendre le temps cyclique du désastre? Parce que c'est précisément autour de certains moments de ce cycle que se concentrent des légendes de destruction, de déluge, de feux célestes. Les Mayas le savaient, les Égyptiens le savaient, et peut-être même les Sumériens. Dans le livre sacré des Mayas, le Popol Vuh, il est raconté que le monde a été créé et détruit plusieurs fois. D'abord, il y avait les hommes de boue, puis ceux de bois, mais chaque race a été effacée, l'une parce qu'elle était fragile, l'autre parce qu'elle était sans âme. Les nouveaux hommes sont nés du maïs, mais les anciens mondes se sont terminés par la colère du ciel, déchaînée par le dieu Huracan, le cœur du ciel, d'où, ce n'est pas un hasard, vient notre mot ouragan. Un passage en particulier est éclairant. Les cieux s'assombrirent, les montagnes se renversèrent, les animaux devinrent des ennemis, la terre devint tout simplement folle. Ce ne sont que des mythes, diraient certains. Mais alors, pourquoi retrouvons-nous le même récit dans les Védas indiens, sur les tablettes sumériennes, dans les histoires aborigènes australiennes et même dans le récit du déluge universel de la Genèse? La langue change, les dieux changent, mais la substance reste la même. Le ciel a fait tomber le jugement, l'eau a recouvert la terre, puis tout a recommencé. La science a du mal à accepter cette cyclicité. Il est plus commode de penser à l'histoire comme à une ligne droite progressive, mais les civilisations du passé ne pensaient pas ainsi. Pour eux, le temps était un cercle, chaque événement revenait, chaque ère avait un début et une fin, et le ciel était le miroir de ce temps. C'est pour cela que les Mayas ont créé le compte long, leur calendrier le plus mystérieux, commencé à une date lointaine, en 3114 avant. JC est terminé pour beaucoup en 2012. Mais les Mayas ne parleront pas de fin du monde, ils parlèrent de la fin d'une ère, de passage, de retour. Ce retour, cependant, était marqué par un alignement céleste. Le Soleil, pendant le solstice d'hiver, se lèverait exactement au point du centre galactique, dans un alignement qui n'a lieu qu'une fois, tous les 25 850 ans. Encore une fois la précession, encore une fois le ciel qui revient à lui-même, comme si la voûte céleste était un immense mécanisme, une horloge. Et quand les aiguilles reviennent à cette date, quelque chose se passe. Mais quoi? C'est la question qui hante ceux qui étudient les grands cycles de l'histoire. Pourquoi les mégalithes, les traditions orales, les légendes et même les cathédrales médiévales semblent-ils vouloir nous dire une seule et même chose? Faites attention lorsque les étoiles reprennent leur place, car à ce moment-là s'ouvre une porte, un seuil invisible entre l'avant et l'après. Dans le mythe grec, c'est Chronos, le temps, qui dévore ses enfants. Dans la mythologie nordique, le temps cyclique mène au Ragnarok, le crépuscule des dieux, suivi d'une renaissance. Même la Bible a ses cycles, ses septénaires, ses apocalypses, qui ne sont pas la fin, mais la révélation, la vérité. Si tout cela n'est que suggestion, alors c'est l'une des plus puissantes jamais produites par l'humanité.
Mais si ce n'était pas le cas, si toutes ces voix venant des quatre coins du monde murmuraient la même vérité? Que la terre s'est parfois frappée, que le ciel se brise de temps en temps, et que quelqu'un, dans un temps oublié, a essayé de nous laisser un message. Un message fait de pierre, immobile, silencieuse et éternelle, alignée avec précision vers un ciel qui change lentement, mais pas par hasard. Le ciel bouge, les pierres non, mais les pierres regardent. Elles fixent ce point et elles nous disent quand tout sera à nouveau ainsi. Préparez-vous. Au cours des dernières décennies, une nouvelle théorie a émergé dans les domaines de la géologie et de l'astrophysique, la théorie de l'impact cyclique. Selon plusieurs chercheurs, il existe un intervalle récurrent d'environ 12 000 ans durant lequel la Terre est frappée par des événements extrêmes, impact cométaire, inversion magnétique, catastrophe climatique. Ce n'est pas de la science-fiction, mais de la statistique. En 2007, un groupe de scientifiques a publié une étude connue sous le nom d'hypothèse de l'impact du Drias récent. Les données géologiques montrent une coïncidence surprenante entre le début du Drias récent et la présence de microsphères métalliques, de suie provenant de combustion globale, de couches riches en platine et en iridium, des métaux qui sont rares sur Terre mais abondants dans les astéroïdes. Des signes indéniables d'un impact céleste, mais le plus inquiétant parmi ces données n'est pas le passé, c'est l'avenir. Parce que la comète mère qui pourrait avoir provoqué cet événement, la progénitrice du nuage des Taurides, croise encore aujourd'hui l'orbite terrestre. Chaque année, entre octobre et novembre, la Terre traverse ce nuage qui aujourd'hui ne nous offre qu'une pluie d'étoiles filantes. Mais si parmi ces fragments se cachait un corps plus grand, une masse mortelle? Les astronomes ont cartographié ce nuage, ils ont découvert qu'il contient des objets de plusieurs dizaines de kilomètres et que tous les 3200 ans environ. La densité de débris augmente de façon cyclique, comme si la comète originale, en se fragmentant, envoyait des essaims à intervalles réguliers. Mais il y a une autre trace, encore plus subtile, gravée non dans la pierre, mais dans le calendrier. Chaque année, entre octobre et novembre, l'humanité s'arrête pour se souvenir des morts et célébrer des rites anciens que nous appelons de différentes façons. Toussaint, Fête des morts, Dia de los Muertos, Samhain, Halloween. Mais si le nom change, l'essence reste la même. C'est le moment où, selon de nombreuses cultures, le voile entre les mondes s'amincit. Les vivants sentent les morts marchent parmi les vivants. C'est le seuil, et ce seuil tombe toujours là, au début du mois de novembre, justement quand la Terre traverse une région de l'espace que les astronomes appellent le complexe des Taurides, une traînée de débris cométaires potentiellement dangereux. C'est justement quand les Pléiades apparaissent dans le ciel, ces étoiles que toutes les anciennes cultures regardaient avec respect, crainte et mémoire. Pour les Celtes, c'était le Nouvel An. Pour les Mayas, le signe d'une nouvelle phase du calendrier. Pour les Grecs, les larmes des sœurs d'Atlas. Pour les Égyptiens, l'ouverture du cycle obscur. Partout, la mort se manifestait. Alors un doute surgit. Et si cette date n'avait pas été choisie au hasard? Et si ce n'était pas seulement un passage symbolique, mais un anniversaire? Le souvenir déformé, ritualisé d'un événement réel. Une nuit où le ciel changea à jamais, une catastrophe survenue lors d'un lointain automne du monde, transmise non pas par des mots, mais par des rituels. Et si chaque année, en allumant une bougie pour les morts, nous ne faisions pas qu'honorer nos ancêtres, mais cherchions aussi inconsciemment à nous souvenir d'un jour précis, d'un jour où les étoiles sont tombées, où le soleil s'est obscurci, où la terre a changé. Bien sûr, il est facile de qualifier ces liens de coïncidence ou de pseudoscience, c'est la réponse la plus confortable. Mais lorsque les mêmes histoires, les mêmes alignements et les mêmes cycles temporels émergent indépendamment, dans des dizaines de cultures séparées par des océans et des millénaires, jusqu'où pouvons-nous continuer à parler de hasard ? N'est-il pas plus illogique de croire à une infinité de coïncidences plutôt qu'à l'hypothèse d'une mémoire ancienne et unique partagée ? Parce que si vraiment il y a 12 000 ans, une comète a bouleversé le climat de la Terre, a anéanti des espèces, a modifié les océans et a effacé des civilisations, alors le récit biblique du déluge, les mythes sumériens de Ziusudra, la légende de Deucalion en Grèce, de Manu en Inde, de Viracocha dans les Andes, ce ne sont pas des légendes, mais des souvenirs déguisés en mythes, des souvenirs transmis avec une force extraordinaire que même le temps n'a pas pu effacer.
Et encore aujourd'hui, ces histoires parlent. Elles parlent dans les tablettes, dans les chants, dans les textes sacrés, mais surtout dans les pierres, des objets très simples qui pourtant ont la force de résister au temps. Dressées comme des sentinelles, les pierres de Carnac longent la côte bretonne, immobiles depuis des millénaires, semblables à des vagues figées défiant le vent de l'océan. En Écosse, à Callanish, elles se disposent comme une armée silencieuse, alignée dans les champs avec la gravité de ceux qui gardent un secret. À Mnashdra, sur l'île de Malte, elles attendent le coucher du soleil, parfaitement alignées avec l'astre qui, 2 fois par an, les traverse comme une lame. Et puis il y a les pyramides du Guatemala, submergées par la jungle, cachées sous des siècles de feuilles et de silence comme des géants oubliés. Toutes ces structures monumentales semblent avoir quelque chose en commun. Elles regardent vers le haut, sont orientées avec précision, tournées vers le ciel, comme si elles cherchaient d'en lui quelque chose. Elles ne semblent pas construites uniquement pour durer dans le temps, mais presque comme si elles attendaient. Peut-être gardent-elles le souvenir d'une époque lointaine, quand le ciel est devenu une menace, une période où quelque chose de traumatisant s'est produit. Le ciel a brûlé, le soleil a changé de comportement, la terre a tremblé, l'océan a submergé les côtes, et la lumière a disparu, ne laissant derrière elle que l'obscurité. La véritable signification de ces sites anciens serait-elle celle-ci ? Un message non écrit, mais gravé dans les alignements, les angles, les jeux de lumière et d'ombre, un message codé dans le langage du ciel, le seul capable de résister au temps. Un jour précis, une date inscrite dans la position des étoiles, un point dans le temps que, si nous connaissions ce code, nous pourrions déchiffrer. Et si ce jour n'était pas encore arrivé, ou pire, s'il était destiné à revenir ? Le nuage des Taurides tourne comme une épée silencieuse dans l'espace. Les signes sont là, mais nous avons cessé de lever les yeux. Nous avons oublié le ciel. Nous pensons que le temps nous appartient, que l'histoire est linéaire, que la technologie suffit à nous sauver. Mais et si, lorsque le ciel a décidé de frapper la dernière fois, un peuple ancien avait décidé de transmettre cette terrible histoire à travers un message gravé dans la pierre ? Et si c'était maintenant à nous d'essayer de déchiffrer cette histoire très ancienne ? Faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous en pensez, et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail. À la prochaine histoire.